Cette rencontre a été enregistrée pendant le Festival international de journalisme 2026, parrainé par le groupe Le Monde et le Nouvel Obs. Bonjour, je suis Marie-Jo Sader et je suis journaliste au journal Le Monde, mais je reste une journaliste indépendante toutefois et je m'occupe de la région du Proche-Orient et notamment de couvrir la bande de Gaza à distance. Pourquoi cette région? C'est votre choix ou c'est le choix de votre rédaction? Alors déjà parce que quand on est journaliste, on a parfois des spécialisations et c'est donc une région que je connais bien. J'ai aussi des origines libanaises, ce qui m'aide aussi dans mon travail parce que je suis arabophone, ce qui est très utile. Comment vous travaillez? Vous avez l'occasion de se déplacer ou tout se passe dans la rédaction? Alors, quand on travaille sur la bande de Gaza, ce que je fais beaucoup depuis 1 an et quelques mois, on ne peut pas aller sur place parce que Israël, l'État d'Israël, depuis les attaques du Hamas du 7 octobre 2023, interdit à la presse internationale de se rendre sur ce territoire. Donc, je ne peux pas m'y rendre, ce qui fait que je le couvre à distance. La seule façon de pouvoir aller dans la bande de Gaza, c'est par moment d'être invité par l'armée israélienne, de les accompagner sur les opérations militaires qu'ils ont fait. Donc c'est eux vos guides, vous les escortez et vous n'avez pas le droit d'entrer en contact avec la population. Moi personnellement je ne l'ai pas fait. J'ai un collègue qui est le correspondant du Monde à Jérusalem, Luc Bronner, à qui c'est arrivé 1 ou 2 fois de mettre les pieds à Gaza depuis le 7 octobre à travers ce biais-là. Et dans ce cas-là, est-ce qu'ils ont quand même droit, les journalistes, à parler de choses qui ça les interpelle ou ils sont quand même sous les contraintes de ceux qui les invitent? Alors, de toute façon, parler, personne ne vous empêche de parler parce que vous allez faire, par exemple, vous allez vous filmer devant les ruines parce que vous êtes à Gaza, vous allez dire ce que vous voulez devant la caméra ou écrire ce que vous voulez. Après, j'imagine que les journalistes posent des questions à l'armée israélienne, bien sûr, mais de toute manière, quand on n'a pas de contact avec la population, on ne peut pas montrer avec nos caméras dans quelles conditions ils vivent. Alors, on le sait, bien sûr, parce qu'on est en contact avec eux, mais à travers ces visites-là encadrées par l'armée, on ne peut rien montrer à part les exploits militaires de l'armée. Après, c'est la responsabilité du journaliste de contextualiser tout ça et de dire qu'est-ce qui se passe à côté pour la population qui est coupée du monde. Et vous, personnellement, comment vous travaillez? Alors, c'est très difficile, je dois vous dire. C'est un travail qui demande beaucoup de temps, qui demande beaucoup de patience parce que le territoire de la bande de Gaza a été bombardé d'une façon incommensurable. Donc, les infrastructures sont détruites, l'Internet est rarement disponible, l'électricité est rarement disponible pour charger les téléphones. Donc, quand on veut être en contact avec les Gazaouis, on souffre, on a du mal à les joindre. Quand on les joint, ça coupe, on n'entend rien. On récolte des récits très lourds et donc avec une communication qui ne fonctionne pas bien, ça ajoute encore plus à la difficulté du travail. Donc voilà, une des façons par lesquelles je travaille, c'est de rentrer en contact avec eux par téléphone. Ensuite, étant arabophone, comme je l'ai dit, ça me permet de parler avec toutes les couches de la société. Voilà, n'importe qui. Ça va du médecin, du professeur au citoyen lambda, aux marchands, aux enfants. Ensuite, j'ai les images qui parviennent à travers les réseaux sociaux des journalistes locaux ou de médias qui passent encore ces images-là. Et je vais les analyser, les vérifier, rentrer en contact avec des témoins pour pouvoir vérifier mes informations. Ensuite, j'ai sur place quelqu'un qui m'aide, un assistant qui s'appelle Ahmad El Baba. Voilà, dans la mesure du possible, je vais lui dire d'aller à des endroits qui m'intéressent pour rencontrer les gens, pour constater des choses. Bien sûr, je dis dans la mesure du possible parce que le territoire est bombardé tous les jours, même si on a un soi-disant cessez-le-feu depuis le 10 octobre 2025. Donc il y a un risque pour lui qu'il meure, qu'il soit tué. Donc j'ai peur. Alors par moment, quand on le sent, on va le faire. Et aussi parce que lui, il vit dans des conditions comme la plupart des Gazaouis, il est dans une tente avec sa famille. Il est complètement livré à la survie, c'est-à-dire d'aller trouver de l'eau, trouver de la nourriture. Et ça le met dans des dispositions qui fait qu'on ne peut pas mobiliser une personne comme ça comme on mobiliserait un correspondant normal. Il faut prendre en compte que c'est quelqu'un qui vit une situation misérable. Et donc c'est une responsabilité pour nous. Comment vous choisissez le sujet en restant en distance? Est-ce que vous regardez quelle actualité vivent les gens, les Palestiniens, ou la demande des lecteurs français?
Ça va être les deux. C'est pas les lecteurs vraiment. Après, on constate dans les réseaux sociaux, parce que c'est forcément un sujet qui anime beaucoup. Les gens vont exprimer des choses, le public. Donc, mais bon, on va comprendre que les gens aimeraient qu'il y ait la lumière là-dessus. Mais c'est pas nécessairement ce qui va guider, en tout cas moi personnellement, mon travail. À force d'être en communication avec ces gens, je vais comprendre les problématiques qu'il y a. Parce qu'en discutant, on va savoir, vous savez, en ce moment, à cet endroit, ils ont installé une distribution alimentaire, ça se passe mal, il y a des gens qui meurent à cet endroit. Ah, ok, on va aller dire, il faut faire un sujet sur ça. En fait, c'est intéressant, c'est là où vraiment les réseaux sociaux ont une utilité très très grande, à condition que nous, en tant que journalistes, on contienne cette information, c'est-à-dire on lui donne un sens, on la vérifie, on récolte une histoire derrière pour comprendre ce qui s'y passe. Et donc voilà, ça va être un outil énorme, parce que les Gazaouis vont poster des choses et on va comprendre que là, il y a un sujet, il y a quelque chose dont il faut parler. Et comme les journalistes internationaux ne peuvent pas être sur place pour tout constater, ça va être notre moyen là. Et comme je vous disais aussi, en discutant beaucoup au téléphone, on va savoir. Après, il y a des informations, bien sûr, qui vont être plus, tout ce qui va être de l'ordre des opérations militaires israéliennes, des choses comme ça, où on va vérifier l'information aussi avec la partie israélienne, tout ce qui est aussi l'entrée de l'aide humanitaire, qu'on va aussi devoir vérifier avec la partie israélienne, parce que c'est eux qui sont responsables complètement, je dirais, de la vie et de la mort de ce territoire. C'est important de parler de tout ça. Qu'est-ce que se passe sur place, malgré que l'entrée officielle est interdite pour les journalistes? Bien sûr, parce que dès le 7 octobre 2023, il y a eu une volonté délibérée de créer un blackout médiatique, de mettre sous cloche ce territoire qui était déjà sous blocus depuis 2007, depuis que le Hamas a pris le pouvoir. Il y a eu cette mesure qui a été prise d'Israël de couper le territoire du monde, mais nous, les journalistes, on y accédait. Et depuis donc maintenant presque 3 ans, on ne peut plus y accéder. Mais ça ne veut pas dire que la bande de Gaza, on ne peut pas la couvrir. C'est faux. Et beaucoup de rédactions sont tombées dans ce piège à croire qu'on ne peut pas y être. Donc on va nous reprocher que c'est peut-être pas vrai ce qu'on dit, etc. Mais il y a plusieurs moyens de le faire. Déjà en vérifiant à distance, puis aussi en ayant l'humilité d'expliquer aux lecteurs, aux lectrices, qu'on travaille dans des conditions particulières, qu'on a parlé aux gens par téléphone, qu'on a vu les choses par vidéo, qu'on a demandé à quelqu'un, un collaborateur, un journaliste, d'aller sur place pour vérifier avec nous. Voilà. Donc on essaie au maximum d'être honnête sur comment on a construit, apporté l'information. Et ça permet donc de faire en sorte que ce territoire ne tombe pas dans le blackout. L'autre chose à faire, c'est aussi de donner l'importance aux journalistes locaux. Il y a eu une campagne de la part d'Israël de décrédibiliser les journalistes locaux, de dire qu'ils étaient terroristes ou de dire qu'ils étaient complètement manipulés par le Hamas. Et donc, on a fini par ne plus croire. Et beaucoup de rédactions ont dit on ne peut pas croire à ce qu'ils disent. Donc, c'est tellement compliqué qu'on va pas traiter. Et ça demande une volonté de la part des chefs, des rédacteurs en chef, des directeurs de médias, de dire non, on veut mettre la lumière, on veut mobiliser des moyens et des journalistes pour pouvoir exposer ce qui se passe sur ce territoire. Malgré la guerre, les souffrances des humains que vous devez aussi constater avec vos contacts sur place, comment vous arrivez à donner votre information objective? C'est une question importante. C'est vrai que quand on est au contact de récits qui sont témoignés par la population gazaoui, la population palestinienne de Gaza, on est exposé au traumatisme, il faut le dire. C'est vrai que souvent, bien sûr, les premières victimes, c'est eux. Mais on ne peut pas négliger qu'il y a une exposition au traumatisme à distance. Parce qu'en plus, ce qui est compliqué, c'est que normalement, quand on va sur une zone de guerre, on vit collectivement quelque chose. Et ça aide beaucoup au niveau mental. C'est-à-dire, c'est dans la réalité partagée. On peut en discuter, on est physiquement présent, on peut débriefer avec nos collègues journalistes pour souffler. Alors que là, on va couvrir ça, on va parler à des gens au téléphone, puis on va raccrocher avec eux. Et c'est la vie normale qui vous entoure. Votre entourage, il n'est pas en guerre. Mais vous avez vécu à Gaza pendant plusieurs heures de votre journée. Ça, c'est très difficile pour la santé mentale, il faut que je vous l'avoue. Alors, quand on écrit, on est face... Israël nous a mis dans une colle, un piège. Parce que, à la fois, on n'y est pas, donc ça nous demande des précautions, mais en même temps, on est exposé à ces récits. On ne peut pas ne pas les rapporter. Pour moi, le plus important, c'est de continuer à les rapporter, mais on n'est pas des militants. Le journalisme, il y a des journalismes militants, bien sûr, qui revendiquaient. Moi, je ne travaille pas pour une presse militante. Et donc, on essaie de garder en mesure du possible des règles
particulière à ce journalisme. C'est-à-dire, déjà, par exemple, on va parler de crimes, mais on va toujours interroger l'armée israélienne. On ne va pas prendre qu'une parole. Même si la réponse ne va pas satisfaire, parfois ils répondent 3 phrases qui ne vont rien vous apporter, mais vous avez fait votre devoir d'aller demander à l'autre partie son commentaire. Est-ce que le travail de journaliste peut influencer les décisions politiques, à votre avis? Alors oui, bien sûr. Malheureusement pas assez vite et peut-être pas assez, on va dire fortement, parce que ça demande du fortement ici, parce qu'on est quand même face à un territoire qui a été annihilé. C'est assez impressionnant. Une population qui est dans la survie, dans des conditions inhumaines. Donc il y a vraiment un besoin de réactivité face à ça, parce que sinon, on est en train de laisser des gens mourir, on les a abandonnés. Donc, je pense qu'il y a beaucoup je dois avouer, il y a beaucoup de responsables qui vont nous témoigner ça. Il n'y a pas longtemps, j'étais à une conférence où des gens du ministère des Affaires étrangères nous ont expliqué qu'on était leur principale source d'information, notamment pour Gaza, vu qu'il y a un blackout. Et donc, ils nous ont remerciés de pouvoir savoir. Mais c'est vrai on se questionne de dire c'est à ce point compliqué, même pour eux, de savoir. Ou alors est-ce qu'il y a un manque de volonté ? En tout cas, on a compris que notre travail a l'air de beaucoup impacter et que quelque part, il faut pas l'abandonner. Donc, c'est une responsabilité. Merci pour votre témoignage. Merci à vous. Merci pour tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Merci. Merci à vous.